René Friedman est d'abord connu pour ses travaux ayant abouti à la naissance du premier bébé éprouvette, Amandine, en 1982, et pour ses travaux scientifiques sur la procréation médicalement assistée, la médecine prénatale, la chirurgie gynécologique et obstétrique. René Friedman a mis au monde le premier bébé issu du diagnostic préimplantatoire, qui permet de détecter d'éventuelles pathologies lourdes avant implantation de l'embryon dans l'utérus de la mère. Il a été membre du Comité national d'éthique en France de 1986 à 1990. Professeur des universités depuis 1979, il est également l'auteur de nombreux livres, grand public, dont Le droit de choisir, La médecine et l'embryon et Lettre à une mère, aux commandes de l'émission médicale hebdomadaire de France Culture entre 2012 et 2016, Révolution médicale, et après avoir été un des producteurs des Discussions du soir, il est désormais l'un des producteurs de Matière à penser, du lundi au vendredi, si vous voulez l'écouter avec plaisir pour toutes ces questions. Il est pour nous un très grand honneur de recevoir René Friedman, quelqu'un qui est un pionnier, qui représente à la fois l'esprit de l'école dans sa discipline, mais aussi plus largement pour l'humanité. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement professeur René Friedman. Merci de cette invitation et je dois dire que pourquoi j'ai réagi aussi vite en disant oui à la premier appel, parce qu'effectivement mettre l'imagination à l'ordre du jour, l'innovation, l'imagination, c'est essentiel pour la survie de l'être humain. Je vous rappelle juste qu'un certain nombre de situations réelles, et beaucoup en science-fiction, cherchent à supprimer l'imagination. C'est tous les pouvoirs totalitaires qui cherchent à limiter l'imagination, car c'est toujours un danger, puisque l'imagination remet en question des acquis qui nous semblent immortels. Donc ce challenge de l'innovation et de la recherche est quelque chose de fondamental. Vous allez vous trouver, et nous nous sommes trouvés, devant des oppositions. Il n'y a pas d'innovation sans opposition parce que, justement, il y a une modification de l'existant. Je voudrais profiter pour rendre hommage à Bob Edwards, qui est le premier homme qui a pensé à réaliser ce dont on va parler, c'est-à-dire la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule in vitro. Depuis que l'humanité existe, c'est quelque chose qui n'avait jamais été réalisé. Ça avait été réalisé dans les années 60 au niveau de l'animal, chez le lapin, la lapine en particulier. Mais lui, il a eu l'idée de prolonger, il a travaillé pendant 13 ans, jusqu'à la première naissance mondiale, qui est la petite Louise Brown, en Angleterre, en 1978. 13 ans de travail pour aboutir à ce qu'il pensait être indispensable pour répondre aux désirs d'enfants inassouvis et non réalisés de certains couples. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont nés par ces méthodes de procréation médicalement assistée. Se posera d'ailleurs la question à chaque fois, donc quand il y a des oppositions à ce développement de ces méthodes, toutes ne sont pas irrationnelles. Je veux dire par là que, et nous le verrons au cours de cet exposé, il faut aussi se poser la question non seulement de comment faire, mais aussi pourquoi faire. Et donc, je veux dire par là que dans toute innovation, il ne faut pas avoir uniquement le nez sur le guidon pour répondre à la question qui n'était pas connue, mais il faut aussi le resituer dans le mouvement de l'humanité, dans le mouvement, j'ai envie de dire, de l'humanisme. C'est vrai que je disais en aparté qu'à France Culture, je vais la semaine prochaine faire une série d'émissions sur science-fiction et science du futur, c'est-à-dire ce lien entre des gens qui ont imaginé justement des situations et la réalisation. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez, et je pense que peu d'entre vous l'ont lu, c'est de Eugène Zamiatine, c'est « Nous autres ». C'est l'histoire d'une société qui est complètement modélisée, sur laquelle on cherche à stopper toute imagination, justement, pour entrer dans les normes. Or, bien sûr, il va y avoir des révoltes de gens qui veulent sortir des normes et voir l'imagination.
Ce qui est étonnant dans Eugène Zamiatine, c'est qu'il a écrit en 1923 en Russie, qui n'a jamais été publié en Russie parce que c'était évidemment bouleversant pour le régime, et qu'il est mort à Paris en 1937. Donc, gloire à, je dirais, aux imaginations et aux innovations. Alors effectivement, j'ai eu la chance d'être dans un moment de l'histoire de la médecine où il y a eu deux parties plus novatrices. La première, c'est celle de la création de Médecins sans frontières. Avec Bernard Kouchner, nous avons créé ce mouvement qui a pris des proportions énormes, mais qui était au tout début, en 1972, je dirais quelque chose qui bousculait beaucoup les habitudes. Le deuxième mouvement, et je ne suis pas seul bien sûr, j'étais avec des collaborateurs qui se sont succédés, donc je crois certains sont venus d'ailleurs ici au cours des années, pour développer donc cette fécondation in vitro. Je ne suis pas le premier, nous ne sommes pas les premiers, mais nous sommes dans le monde, mais en France, avec différentes étapes, ce que je vais vous raconter un petit peu aujourd'hui. Le fait de réaliser la rencontre entre un spermatozoïde et une ovule in vitro, c'est quelque chose de transgressif. C'était une transgression, donc des oppositions. Opposition religieuse, opposition idéologique, opposition simplement parce que ça bousculait l'ordre établi. Et que ça ouvrait la porte, et on va le voir, à différentes étapes qui à chaque fois rebousculent. Je crois que depuis 40 ans, j'ai toutes les années été sollicité ici ou là pour répondre à des questions nouvelles que d'ailleurs nous n'imaginions pas forcément au tout début. Au tout début, nous partions de quelque chose de simple, c'était un homme et une femme voulaient un enfant, et il y avait une impossibilité physique. L'impossibilité physique, c'est que, vous vous rappelez de vos bases de sciences naturelles, c'est que l'ovule est pondu, on va dire, tous les mois, au 14e jour. S'il y a un rapport sexuel, il rencontre des spermatozoïdes, se forme un embryon qui, au bout de quelques jours, va faire le trajet de la trompe vers l'utérus et va éventuellement s'implanter et donner lieu à une grossesse qui va tenir, pas tenir. Ça, c'est encore une autre histoire. Le fait donc de réaliser cette rencontre in vitro, hors de l'organisme féminin, n'avait jamais été réalisé donc dans le monde. Aujourd'hui, un enfant peut avoir plusieurs pères et plusieurs mères. Et vous le savez, ce sont des débats de société qui sont dans le monde entier, avec ici une éventuelle commercialisation de toute l'offre qui peut être faite, ici une volonté de maintenir dans des règles éthiques, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a incontestablement une avancée, ou en tous les cas une différence de ce qui existait, puisque un homme peut donner son sperme, un autre peut élever l'enfant, une femme peut donner son ovule, une autre femme peut donner son noyau, donc ça fait déjà 2 mères biologiques, plus encore une troisième femme qui peut porter l'enfant, et enfin une quatrième qui pourrait élever l'enfant. Donc vous voyez de cette notion de famille qui structure nos sociétés, même s'il y a bien sûr des différences ethnologiques ici ou là et au cours du temps, il y a toujours eu ce triangle qui aboutissait à la création d'un individu, un homme, une femme et un enfant. Aujourd'hui, on voit que biologiquement, en tous les cas, et ça c'est depuis une trentaine d'années simplement, il y a donc d'autres possibilités. On se pose la question, effectivement, où va-t-on et comment va-t-on contrôler cette situation? Faut-il la contrôler? Alors, je ne parle pas des pères spirituels, des familles recomposées, tout ce monde qui intervient finalement dans la vie intime de chacun d'entre vous, surtout cette génération et celle qui vient aujourd'hui, donc qui naît aujourd'hui, encore pire qu'auparavant, puisqu'il va y avoir des données génétiques. Je vous invite à voir Bienvenue à Gattaca, qui est le film culte sur l'importance de la génétique dans le futur. Et nous allons donc aborder différents types d'infertilité successivement. Je vous disais qu'en 82, la première naissance était une naissance qui provenait d'une femme qui avait des difficultés à concevoir du fait de ses trompes qui étaient bouchées. Donc la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovules
ne pouvait se réaliser. Puis progressivement, on a vu que des troubles de l'ovulation, des troubles masculins, parce qu'il y a un certain nombre d'hommes qui ne produisent pas suffisamment de spermatozoïdes, pouvaient être à l'origine d'infertilité, d'où la constitution de réponses innovatrices. La première pour la stérilité masculine, elle est presque innovatrice, parce que dans l'innovation, il y a aussi toujours une part de hasard. Mais le seul problème, c'est qu'il y ait quelqu'un qui saisisse que ce hasard peut être innovant et va s'appuyer dessus. Dans la fécondation in vitro, on met donc dans une éprouvette un ovocyte, un ovule, et des spermatozoïdes, et on croise les doigts, on dit pourvu que ça se féconde et qu'un embryon se développe. Dans la stérilité masculine, comme il y a très peu de spermatozoïdes, on a jugé bon de prendre dans une pipette un spermatozoïde et de rentrer à l'intérieur de l'ovocyte, ce qu'on appelle l'ICSI, et de pouvoir donc féconder artificiellement. Et on a vu, et ce geste d'introduire un spermatozoïde, en fait, c'est un médecin belge qui a fait un faux geste et qui a introduit le spermatozoïde. Et dans ce sens, il a vu qu'il y avait fécondation. Et là, il y a eu un regard scientifique en disant, mais on va tester ça parce que jusqu'à là, on n'y arrivait pas. Et donc, on a développé les techniques de lutte contre la stérilité masculine. Et puis, on s'est rendu compte, chemin faisant, qu'on donnait un traitement pour essayer d'avoir plusieurs ovules parce qu'on ne sait jamais lesquels vont se féconder. La fécondité de l'humain n'est pas très bonne. Il n'y a que 25% de chances d'avoir un enfant si un homme et une femme se rencontrent 9 mois plus tard. Et donc, la tendance a été de stimuler l'ovulation, d'aller chercher ces ovules en passant par les voies vaginales, d'avoir plusieurs ovules et de les mettre dans une éprouvette. Et lorsqu'on avait plusieurs embryons, si on les remettait plusieurs dans l'utérus, 3 jours après, le temps que l'embryon se développe légèrement, eh bien on pouvait avoir une grossesse, mais aussi des jumeaux, mais aussi des triplés, mais aussi des quadruplés. Donc, côté négatif. Comment sortir de cette histoire? Pour sortir de cette histoire, on a proposé la congélation. Donc, la congélation d'embryons, obtenue donc après au maximum 6 jours de culture au laboratoire, pouvait être congelée et décongelée en reprenant son activité. En fait, la congélation des gamètes existait depuis les années 60. Les spermatozoïdes peuvent être congelés à moins 196, décongelés, reprennent leur activité une fois qu'on les décongèle. Pareil pour les embryons. Arrêtez-vous juste un instant devant cette situation quand même très paradoxale. La vie est arrêtée, elle peut rester des années et des années, puisqu'on a des enfants qui sont nés après 20 ans ou 25 ans de congélation de spermatozoïdes ou d'embryons, et elles vont reprendre telles quelles, sans perte, à partir du moment où on va bien sûr les décongeler correctement. Ensuite, et un peu plus tardivement, est venue la congélation également des ovules. On savait donc les spermatozoïdes, les embryons. Les ovules, c'était une technique un peu différente qui a été inventée par les Japonais, qu'on appelle la vitrification. Imaginez un pingouin qui est sur sa banquise. Normalement, si on veut le congeler, on va le faire descendre progressivement les marches ou les pseudo-marches de la banquise jusqu'à l'eau glacée. Là, il va sauter. Il saute carrément de la banquise et il tombe dans l'eau glacée. C'est la vitrification. C'est donc des variantes techniques qui marchent mieux que la congélation lente. Et on l'a appliqué à l'ovule, et c'est pourquoi aujourd'hui on peut congeler relativement de façon safe des ovules des jeunes femmes. Alors évidemment, à chaque fois, cela ouvre des perspectives, mais ça en crée aussi des interrogations. Évidemment, la porte est ouverte à tout un tas de science-fiction. Imaginez qu'on ait des embryons et que certains vont être transplantés et vont donner lieu à la naissance d'une petite fille qui, 20 ans plus tard, pourrait être implantée de l'embryon qui est en fait sa sœur. Donc là, on se développe des scénarios de science-fiction à n'en plus finir. Et puis, les scénarios de science-fiction, ils viennent encore plus lorsqu'on a compris que l'on pouvait prendre sur l'embryon
une cellule et l'examiner. Alors un embryon, c'est 1/10 de millimètre. Au bout de 3 jours, c'est 16 à 30 cellules. Au bout de 6 jours, c'est encore un peu plus. Et on peut prélever une cellule en rentrant dans la coque et l'analyser. On n'est pas dans le marc de café, on n'est pas dans les prédictions de Madame Irma, mais on peut prédire que cet embryon-là va développer telle ou telle maladie, que cet embryon-là, il est garçon ou il est fille, et qu'il va, s'il se développe, bien entendu, parce qu'il y a toujours un impondérable, eh bien, il va développer ou ne pas développer telle maladie. Donc, on l'a proposé, et les Anglais l'ont proposé dès les années 92, et en France, c'était les années 2000, parce qu'il y a eu un obstacle, ça fait partie des obstacles qu'il y a eu de l'application en France. Donc, dans une famille qui a un risque de transmission génétique, bien qu'elle soit fertile, le risque de transmission génétique connu fait qu'on peut essayer d'obtenir plusieurs embryons, sélectionner les embryons qui n'ont pas cette maladie pour ne réimplanter qu'eux et ne pas avoir le risque de voir un enfant victime d'une maladie. On parle des maladies graves et incurables, comme la mucoviscidose, comme les maladies de dégénérescence neurologique en particulier. Et puis il y en a bien sûr tout un tas d'autres assez rares, mais qui existent. Donc vous voyez que déjà, on a commencé à bouger un peu, c'est-à-dire que du strictement médical, on va venir progressivement aussi à du sociétal. Pourquoi est-ce que j'emploie le mot sociétal? Parce que comment caractériser une femme qui, comme vous le savez, aujourd'hui, les femmes ont des enfants plus tard qu'auparavant, peut-être parce que, en particulier ceux qui passent par les SEC, doivent travailler et repoussent leur projet d'enfant. Ne faites pas ça. Mais enfin bon, on y reviendra. Et il y a donc des femmes, et beaucoup, qui veulent des enfants plus tardivement qu'auparavant. Or, le problème fondamental, c'est qu'il y a une baisse de la fertilité avec l'âge, chez la femme, pas chez l'homme, chez la femme. Et que donc, arrivé à la quarantaine, on va être dans la difficulté, pour concevoir naturellement, même concevoir artificiellement par les techniques de fécondation in vitro, c'est bien qu'on va se tourner vers un autre procédé qui fait intervenir une autre personne dans la conception de cet enfant. Ça peut être une donneuse, comme il y a eu des donneurs de sperme, comme il y a maintenant des donneuses d'ovocytes. Là, c'est un autre cadre qui est plus sociétal, parce qu'une femme de 44 ans, elle va avoir du mal à concevoir. Est-ce que c'est de la médecine physiologique ou est-ce que c'est une réponse sociétale, parce qu'aujourd'hui, les femmes conçoivent plus tardivement, enfin un pourcentage élevé. Vous voyez qu'on va avoir dans ce don d'ovocytes une démarche importante qui va être de savoir est-ce que c'est une démarche anonyme ou non anonyme. Je vous dis ça parce que à la fin du mois de septembre, la France va faire la 4e loi de bioéthique. D'ailleurs, dans 2 jours, moi-même, je suis convoqué à l'audition au Parlement, avec d'autres, il y a d'autres personnes, bien sûr. La commission parlementaire va définir le projet de loi qui a été déposé au mois de juillet de cette année, voir s'il va être amendé, s'il va être voté de cette façon dans les semaines qui suivent. Or, il y a dans cette nouvelle loi, la 4e du genre, une ouverture par rapport à ce qui n'est pas strictement médical, ce qui est éventuellement sociétal, mais qui s'appuie sur des données médicales, bien entendu. Parmi lesquelles, on va discuter, est-ce que le donneur doit être anonyme ou la donneuse anonyme ou non, c'est-à-dire est-ce que l'enfant qui est né d'un don de gamètes, ça ne représente que 5%, je dirais, de toutes les demandes, mais voilà, ça existe quand même. Est-ce que donc cet enfant peut avoir accès à ses origines génétiques ou pas? Jusqu'à présent, tous les dons en France sont anonymes et gratuits. Ce n'est pas la même chose à l'étranger, où dans certains pays, ils ne sont pas anonymes, et dans certains pays, ils sont anonymes et payants, ou bien non anonymes et payants. Donc, vous voyez, se mêle tout ça, et se mêlent 2 notions importantes qu'on ne peut pas complètement squeezer. La première, c'est qu'est-ce que c'est qu'un embryon? La deuxième, c'est qu'est-ce que c'est que l'eugénisme? Dans toutes ces techniques et tous ces cas particuliers, on ne peut pas ne pas prendre du recul, et c'est pour ça que je disais au début, en même temps, le comment faire, mais aussi le pourquoi faire. Qu'est-ce que c'est qu'un embryon? Il y a eu énormément de débats
avec des points de vue extrêmement différents, en particulier sur le plan des religions. Je vais vous en dire un mot. Parce que la plupart des religions considèrent que, quand je dis la plupart, on va les énumérer, la religion juive, la religion musulmane considèrent que l'individu se fait progressivement. La personne humaine, je ne dis pas le vivant, je dis la personne humaine, se constitue progressivement. Alors que la religion catholique a pris une position en disant que dès la fécondation, c'est-à-dire dès la rencontre des 23 chromosomes masculins et 23 chromosomes féminins, l'embryon doit être considéré comme une personne. Je dis bien dans la phrase « comme une personne ». On ne peut pas dire que c'est une personne, mais on doit la considérer comme une personne. Cela, bien sûr, a des conséquences par rapport à l'interruption volontaire de grossesse, par rapport à la recherche sur l'embryon. Quelle position va-t-on prendre ? En fait, le Comité national d'éthique, vous avez mentionné ma participation au début de sa création, a proposé une définition qui, je crois, reste toujours valable. C'est que l'embryon est une potentialité de personne. Comme vous, vous êtes des potentialités d'ingénieurs. Vous n'êtes pas encore ingénieur, mais vous avez un fort potentiel, et surtout après cette semaine, bien sûr. Donc, vous avez ici la notion de différence entre ce que l'on peut devenir et ce qui est. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier les étudiants, nier les embryons. Ils ont une réalité, ils doivent être respectés, bien sûr. Mais ils ne sont pas encore le point final dans lequel ils se dirigent. Cela ouvre, pour certains, la possibilité, si elle est bien pensée, de certaines recherches pour mieux comprendre, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de fausses couches dans l'espèce humaine, alors que pourquoi est-ce qu'il y a une ménopause, que les femmes arrêtent de produire des ovules à l'âge de 52-54 ans, alors que les animaux n'ont pas de ménopause, sauf quelques-uns. Donc, il y a des questions sur l'importance génétique, l'importance de l'épigénétique dans ce développement qui fait que vous êtes ici présent et que vous n'avez pas terminé dans les poubelles de l'histoire. C'est qu'il y a eu un certain dynamisme physiologique et peut-être aussi un accueil, bien sûr, de votre venue au monde. Alors, dans cette volonté de comprendre ce que c'est qu'un embryon, il y a aussi des excès. Il y a aussi des excès, par exemple, ceux qui pensent qu'on va pouvoir, au niveau de l'embryon, connaître des choses comme son intelligence, ses yeux, la couleur de ses yeux et d'autres caractéristiques qui sont valables pour les uns et pas pour les autres. Et en particulier, j'ai vu une campagne de pub qui dit on va faire une analyse du QI aux États-Unis, du QI des embryons. Et vous pourrez choisir le QI de vos embryons. Donc avec ça, évidemment, d'abord on va dans le mur, mais ensuite on trompe, évidemment, mais on est dans du commerce outrancier. Et c'est ce à quoi j'espère que vous ne tomberez pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le pourquoi ce développement avec le comment de ce développement. Alors je parlais donc des méthodes sociétales que l'on peut proposer. Il est donc possible maintenant pour une jeune femme de 30 ans, 32 ans, 34 ans, qui n'a pas trouvé encore de prince charmant, mais qui souhaite plus tard avoir des enfants, de conserver ses ovules pour quelques années et les utiliser un peu plus tard, lorsqu'elle aura décidé de l'être. Ça va sans doute être voté dans la loi française de fin septembre. Des femmes seules qui peuvent avoir accès aux dons de sperme, jusqu'à présent ce n'était pas possible. Des couples de femmes lesbiennes qui peuvent également avoir recours aux dons de sperme. Toutes ces questions sociétales, dans le cadre de l'insémination, de la fécondation in vitro, remuent beaucoup, parce que le modèle familial idéal n'est pas forcément toujours présent dans ce type de démarche. Néanmoins, je vous invite dans votre réflexion à vous tourner vers ce qui existe, c'est-à-dire 50% de divorces, remariage, femmes seules qui existent, et donc la volonté peut-être de répondre à certaines demandes, et ne nous plaçons pas sur le plan moral, car il ne s'agit pas d'avoir une police à l'iranienne qui va juger des comportements. Si une femme seule décide d'avoir un rapport sexuel et d'être enceinte, personne ne va s'y opposer, en tous les cas jusqu'à présent. Donc, vous voyez, à chaque fois, ça renvoie à certains
à certaines règles de conduite, à certaines conceptions du monde. L'important, c'est que rien ne soit imposé, que ce soit un choix possible, mais que rien ne soit imposé. La notion de choix est très importante, parce que souvent vous entendrez parler autour de ces notions d'eugénisme. Alors il faut être très clair, l'eugénisme, c'est quelque chose qui est collectif et qui est imposé. Les règles eugéniques, c'est de dire il ne faut que les enfants qui naissent, il n'y ait que des blonds et pas des bruns. Et donc c'est applicable à tout le monde et c'est obligatoire. Ça, c'est l'eugénisme. Alors il peut y avoir bien sûr des formes d'eugénisme plus rampants. Et aujourd'hui, par exemple, on va dire, mais est-ce que le fait de pouvoir détecter, par exemple, la trisomie 21 au cours de toute grossesse, est-ce que c'est de l'eugénisme ou pas? Certains diront, oui, c'est une forme d'eugénisme, et d'autres diront non, puisque la femme, quel que soit le mode de conception, lorsqu'elle est enceinte jusqu'au 2e ou au 3e mois, on peut faire une prise de sang et avoir la réponse de l'ADN du fœtus, et donc savoir si ce fœtus qu'elle porte est victime d'un trouble génétique ou pas. Donc c'est quelque chose de récent, ça aussi, mais est-ce que c'est de l'eugénisme? Non, parce qu'elle peut décider de garder l'enfant, bien qu'informée de la situation génétique, et cet examen n'est imposé à personne. Mais bien entendu, cela, si ce n'est pas compensé par un regard sur la personne différente, sur l'autre, sur le handicapé, en un mot, si tout n'est pas fait pour que dans les familles où un enfant trisomique naîtrait volontairement ou involontairement, il y ait une prise en charge correcte et une acceptation dans notre société, une tolérance. Donc vous voyez, c'est toujours compliqué, bien entendu, à répondre à ce genre de questions, mais je vous invite, bien entendu, à réfléchir et à innover peut-être dans ce domaine. Alors certains disent, oui, mais alors si on répond à la demande de 2 femmes homosexuelles, pourquoi ne répondrait-on pas au couple d'hommes homosexuels? Donc la GPA, la grossesse pour autrui, qui pourrait être proposée, qui est proposée dans différents pays, légalement pour certains, en Angleterre, au Portugal, en Ukraine, en Californie, qui coûte habituellement un certain montant de dizaines de milliers d'euros, est une possibilité. C'est-à-dire que c'est une femme qui loue son corps, on va dire, pendant 9 mois, 12 mois, qui va porter l'enfant qui n'est pas d'elle théoriquement. Le problème, c'est que dans ce genre de transaction, on peut considérer, c'est en tous les cas ma position, mais je peux bien sûr comprendre que pas tout le monde n'ait cette position, je considère que c'est une aliénation de la femme qui va louer son corps, vendre une partie de son temps, et pas le moindre dans ces âges-là, pour satisfaire à un contrat qui est redoutable. Je vous invite, pour ceux qui doutent un peu de la teneur des contrats que les femmes sont obligées de signer, pour avoir une conduite irréprochable et pour céder l'enfant une fois la naissance obtenue. Donc pour ces raisons, je pense que là, vous voyez, on dépasse ce qui est de l'entendement éthique, puisqu'on amènerait donc à l'utilisation du corps des femmes à une période où, avec tout ce qui se passe dans le harcèlement, dans le MeToo et dans Balance ton porc, on peut comprendre qu'il y a peut-être un respect un peu plus grand à trouver dans les relations entre les femmes, ne soient pas utilisées pour être des véhicules porteurs de l'enfant désiré par 2 hommes homosexuels. Il y a des avancées, là j'ai dérivé un peu sur le côté sociétal. Je voudrais revenir un peu au côté scientifique, mais qui va poser aussi un certain nombre de questions. Quand on a commencé à étudier les embryons, qu'on les avait sous le microscope, on s'est rendu compte qu'il y avait une zone qu'on appelle cellules souches. Ces cellules souches vont donner lieu ultérieurement, au cours du développement, des semaines qui se passent dans le développement, à la constitution de toutes les cellules du corps, le cerveau, la peau, le foie, enfin tout. Et automatiquement, également, les gamètes. C'est-à-dire qu'à partir de cellules souches, si on dérive, c'est-à-dire si on les cultive intelligemment sur un certain milieu,
on peut obtenir des spermatozoïdes, on peut obtenir des ovules. C'est ce qui est en train d'être fait chez l'animal, en particulier en Asie, où on cherche à obtenir une descendance chez la rate en utilisant des néospermatozoïdes et en pensant que peut-être les hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes, on pourra, à partir d'une cellule de leur peau, mettre le noyau dans un ovule féminin à laquelle on aura éliminé le noyau, donc un noyau adulte dans un ovocyte jeune, et à ce moment-là, va se former à nouveau un embryon. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la technique du clonage, sauf que le clonage, c'est que ce néo-embryon obtenu, si on le réimplante, il serait susceptible de donner lieu à une naissance. Si on ne le réimplante pas et qu'on utilise uniquement ces cellules souches, donc il ne donne pas lieu à une descendance, mais ces cellules souches peuvent être utilisées pour donner lieu à des remplacements d'organes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 5 à 8 études qui sont menées dans le monde pour essayer de guérir des maladies par l'introduction de ces cellules souches dérivées dans l'organe cible. Donc ça, c'est bien sûr quelque chose d'extrêmement important pour les dégénérescences neurologiques, pour les troubles de paralysie, pour les troubles oculaires en particulier. Tout cela est donc en cours de développement à partir du moment où la recherche est acceptée. Alors, me direz-vous, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'avenir qui se profile? Eh bien, la greffe d'utérus. La greffe d'utérus, puisqu'il y a des femmes qui naissent, 1 sur 5000 naît sans utérus, alors qu'elle a des ovaires, ce qu'on appelle la maladie de Rokitansky, et qu'il n'y a pas d'alternative, sauf justement la GPA, qui pose des problèmes éthiques que je vous ai soulignés. Donc la greffe d'utérus a été quelque chose qui a été proposé, en particulier par les équipes suédoises, qui a réussi 10 greffes avec la naissance de 9 enfants. Et en France, dans l'équipe dans laquelle je travaille actuellement, à l'hôpital Foch à Suresnes, nous avons réalisé il y a quelques mois la première greffe d'utérus en France. Et nous attendons quelques semaines avant de pouvoir transférer les embryons de cette femme. L'utérus provient de sa mère, donc ce sont des donneurs vivants. Et habituellement, dans les expériences mondiales, ce sont des donneurs vivants. Mais il y a aussi quelques expériences, en particulier au Brésil, où il y a eu des prélèvements d'utérus à partir d'une personne décédée. Donc, comme les autres organes. Donc, vous voyez un champ qui se développe. Quand on pense à la greffe cardiaque, peu de personnes pensaient que ça prendrait un tel essor. Or, c'est quelque chose qui se développe dans tous les pays industrialisés, bien sûr. Et donc, la greffe d'utérus est susceptible de se développer dans peu de temps. Voilà. Pour terminer, je ne sais pas s'il faut imaginer et rêver les choses ou cauchemarder, puisqu'il serait possible, à partir de cellules souches de la même personne, d'obtenir des spermatozoïdes et des ovules. Il serait possible de les féconder, d'obtenir un embryon que l'on pourrait faire porter par un utérus qui serait, lui, enlevé et qui serait replacé dans une couveuse, ou bien une couveuse artificielle. Et on pourrait, bien entendu, modifier la génétique de l'embryon grâce aux ciseaux génétiques qui permettent d'intervenir peut-être demain sur telle ou telle maladie et pouvoir remplacer le gène défectueux par le gène correct. Vous voyez que là, on touche bien sûr à des choses qui sont un peu inquiétantes, elles le sont, et qui nécessitent en tous les cas une connaissance de la génétique, de la biologie, de la physiologie, et je le disais, de l'éthique pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on fait un pas vers le transhumanisme, c'est-à-dire vers la constitution d'humains augmentés de telle ou telle qualité qu'on serait capable d'injecter ou de modifier alors qu'on a l'embryon in vitro devant soi? Ce sont les questions qui demeurent. Peut-être pour terminer, je dirais qu'il y a dans toute expérience humaine des limites. Pour ma part, en ce qui me concerne, je pense que les limites, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technique qui apparaît ou qui est suscitée à un moment donné, c'est de se poser la question, est-ce que c'est délétère pour quelqu'un?
Est-ce que c'est délétère pour l'enfant qui va naître? Est-ce que c'est délétère pour une personne qui est utilisée? Est-ce que c'est délétère pour la société si elle est imposée? Et c'est à cette question qu'il faut répondre, et peut-être à cette question qu'il faut avoir des lignes rouges pour essayer de ne pas dépasser et de garder, je dirais, ce qui est le respect de la dignité de l'être humain que nous sommes, que vous êtes, et que seront les gens dans le futur. Merci de votre attention. Merci beaucoup de ce témoignage, ce partage à la fois historique, scientifique et également émouvant. Merci beaucoup. Nous avons le temps de prendre quelques questions. Si certains d'entre vous osent se lancer dans des questions. Regardez, déjà deux questions devant. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné, donc au tout début, mais effectivement, Jacques Testard est venu ici. Et lorsqu'on avait eu une discussion, il y avait une question sur, pas une question, mais une remarque, et je me permets de vous la poser, dans laquelle on sentait qu'il avait eu des regrets. Jusqu'où fallait-il aller? Et il dit, peut-être que j'ai des regrets à avoir fait ce que j'ai fait. Est-ce que c'est une question qu'on peut vous poser? En tout cas, je la pose, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà marqué, travaillé, réveillé la nuit, cette question de regretter ou de ne pas aller justement dans les frontières ou les lignes rouges que vous avez mentionnées? Non, je pense que c'est là la différence. Et effectivement, on a travaillé ensemble, au début en particulier, il y a 40 ans, et puis ensuite nous sommes séparés parce qu'il y avait des conceptions qui étaient différentes. Non, je pense que ce qui différencie beaucoup, c'est que moi je suis médecin, accoucheur, donc de l'embryon à la naissance de l'enfant, je suis toutes les étapes, j'ai vécu toutes les émotions, et j'ai vécu surtout, et je vis toujours d'ailleurs, le plaisir qu'a une femme et un homme d'obtenir un enfant lorsqu'ils ont des difficultés pour le faire. Est-ce que ça veut dire que tout peut être fait et tout doit être fait? Je pense que j'ai été assez clair, et je pense que c'est le principe même de l'évolution, et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et quand bien même, je veux dire, qu'un tel ou un tel n'aurait pas voulu faire ceci ou ne voulait pas faire cela, c'est sa liberté, c'est ça qu'il faut préserver, il faut même la valoriser. Mais par contre, la société, non seulement la nôtre en France, mais sur le plan mondial, elle a évolué. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut justement se battre pour essayer de donner des lignes rouges et de démontrer, comme on se bat par exemple en France en particulier, où on a un sens aigu de ce qu'on appelle la dignité, on se bat pour l'abolition de la peine de mort, mais il y a des pays qui l'utilisent. Il y en a eu 13 encore cette année aux États-Unis. Donc, je dirais, les combats ne sont pas terminés, la vigilance est de mise, il faut savoir utiliser tel ou tel élément et ne pas forcément accepter toutes les étapes qui sont faites. De diagnostiquer et d'éviter, c'était le point d'ailleurs de divergence, sur des embryons, ceux qui sont porteurs d'une anomalie qui va faire leur vie et la vie des parents épouvantable, si les parents le souhaitent. S'ils ne le souhaitent pas, on n'oblige à rien. Mais de ne pas concevoir une nouvelle grossesse avec ce type de maladie, je pense que oui, que c'est un point qui va vers la liberté. Maintenant, est-ce qu'on doit appliquer ces techniques pour simplement diagnostiquer le sexe de l'embryon alors qu'il n'y a aucune maladie sous-jacente? Personnellement, je dirais non. Donc, les limites, c'est plus facile de dire j'arrête tout, je fais rien. On peut dire la même chose pour le pétrole, pour les chemins de fer, etc. Et c'est plus difficile de tenir compte dans la notion d'innovation et de progrès qui vous est chère, de ce qui est un bienfait pour l'humanité, mais à condition de ne pas dépasser certaines limites qui, elles, seraient délétères. C'est ça qui est difficile, parce qu'en plus, des cultures, des idéologies, des religions, des croyances ne sont pas identiques. Donc, tout le problème, il est d'offrir un certain nombre de possibles, tout en laissant, bien sûr, d'abord le libre choix, ce qui est fondamental. Et au début, je faisais une introduction sur les sociétés totalitaires qui coupent l'imagination parce qu'ils imposent leurs règles de vie. Mais voilà,
toute l'humanité a développé un certain nombre de choses qui sont faramineuses, mais qui ont aussi leur côté négatif et qu'il faut savoir contrer. Donc, c'est pareil dans ce domaine-là. Il y a une question juste là, il y a 2 questions. Oui, allez-y, jeune homme. Oui, vous avez exprimé votre avis sur la GPA, mais vous n'avez pas dit sur la PMA ce que vous pensiez. La PMA des femmes seules, vous voulez dire ? Non, je l'ai dit un peu en disant qu'on n'est pas là pour réguler, si vous voulez, la vie sexuelle des gens, et que si une femme décide d'être enceinte, et j'en ai suivi un certain nombre, après avoir eu un rapport bref ou unique ou possi-rapport, c'est son affaire. Le problème, c'est peut-être d'essayer d'aider les gens qui ont besoin d'éclairage sur ce que ça comporte, ce que ça peut amener, les difficultés éventuelles. Mais je dirais, je ne suis pas moralisateur pour imposer cela, même si ma propre conception de la vie de la famille ou de ce qui doit être, à mes yeux, le plus riche pour un enfant n'est pas forcément celle-là. Maintenant, s'il y avait des études qui montraient que les enfants élevés par des femmes seules ou élevés par des couples de femmes lesbiennes étaient délétères, j'en prendrais compte, mais en fin de compte, les études sont plutôt favorables, enfin ne montrent pas de différence. Et on sait aussi très bien qu'un enfant avec un homme, une femme comme géniteur, c'est pas une garantie pour qu'il n'y ait pas de déviation. Une autre question juste à côté. Oui. Oui. Bonjour Monsieur Friedman. Vous avez récusé le concept de la morale dans les choix quand vous étiez au Conseil de la bioéthique, et vous avez préféré celui de la dignité sur les sujets pour les enfants potentiellement trisomiques ou d'autres maladies génétiques ou pour d'autres sujets. Est-ce que vous pourriez redéfinir le concept d'un point de vue quelqu'un qui a eu les responsabilités que vous avez eues par rapport à la bioéthique et par rapport à la responsabilité de médecin, le concept de dignité humaine? L'éthique, c'est la bioéthique, comme vous le voyez d'ailleurs avec l'évolution des 4 lois de bioéthique en France, on est le seul pays d'ailleurs à faire ça, montre que ce qui était inadmissible il y a 20 ans est devenu discutable et va sans doute se changer. Je parle, pour prendre un exemple, celui de l'anonymat du donneur. Il était inconcevable à l'époque, quand ça a été inventé par Georges David en 1973, que ça ne soit pas dans le cadre de l'anonymat. Aujourd'hui, on revient là-dessus. Alors, la réflexion qui va être sous-jacente à cela, est-ce que c'est de la morale? L'éthique englobe plusieurs morales, parce que ce qui est difficile, c'est que l'éthique, c'est un consensus momentané. La morale, elle est liée à un certain nombre de valeurs qui sont propres, par exemple, à certaines religions ou à certains modes de pensée, et qui sont à peu près fermes. L'éthique, c'est un consensus qui évolue, parce que les sociétés évoluent, alors que certaines morales personnelles, collectives ou de groupe, peuvent rester, je dirais, fermes dans leurs sabots, quoi, si je puis dire. Et je ne vous entends pas. Il y a le concept de dignité. Le concept de dignité, ça veut dire simplement de ne pas considérer que la personne ou le potentiel de personne est un matériau qui n'a pas d'origine. Je veux dire par là que si on faisait des recherches sur des embryons en particulier sans dignité, c'est-à-dire qu'on n'aurait aucune volonté d'avoir un consentement des géniteurs. Les embryons ne viennent pas comme ça, ils viennent parce qu'à un moment donné, un homme et une femme ont obtenu des embryons in vitro et cèdent ces embryons à la destruction, éventuellement après une recherche, mais ne sont pas non plus obligés de le faire. Donc, le concept de dignité, ça ne veut pas dire qu'on va laisser, par exemple, pour une grossesse, quel que soit son mode de conception, même s'il y a une interruption volontaire de grossesse, on peut considérer qu'il y a tout un environnement, on ne fait pas ça en appuyant sur un bouton d'ordinateur, mais il y a toute une réflexion à mener pour voir effectivement quel serait l'avenir de cet enfant dans cette situation, si enfant il y a, et quelle est la problématique qui est posée par cette femme qui porte cet enfant. Donc c'est toujours de considérer
qu'on ne traite pas un matériau pur et simple, mais qu'il y a autre chose qu'un matériau de laboratoire ou même d'animal. Encore que l'animal aussi mérite un certain respect. Dernière question qui se trouve là-bas. Monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous avez parlé de congélation afin de faire naître quelqu'un 25 ans plus tard. On sait qu'il y a des entreprises du coup qui proposent des solutions de cryogénisation. Et je voulais savoir si on ne fait pas renaître quelqu'un à cause d'un problème éthique ou d'un problème technique. Alors non, concrètement, c'est un problème technique. Éthique, on pourra en discuter. Mais je dirais, le problème, c'est que l'embryon, il a une capacité au moment de la décongélation de reprise, si vous voulez, parce qu'il a toute, on va dire un mot un peu banal, il a toute l'énergie, il a tout l'équipement qui est présent pour se développer, ce qui n'est pas le cas d'un corps humain lorsqu'il est cryo-préservé. Et donc, jusqu'à présent, ces entreprises commerciales, puisque la conservation de son corps dans ce genre de situation se fait beaucoup aux États-Unis, enfin beaucoup, se fait un peu aux États-Unis. Et je dirais, voilà, c'est les croyances, on va dire, qui sont à la base d'un certain commerce, mais qui n'ont pas de réalité. Encore une fois, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir honoré cette semaine en la commençant avec ce discours très important.